Alors, je vais vous présenter la biographie de Thérèse Rabatel, qui est adjointe au maire de Lyon et déléguée à l'égalité femmes-hommes et aux personnes en situation de handicap, conseillère métropolitaine déléguée à la politique du handicap. Née en 1953 et originaire de Grenoble et d'une famille politiquement engagée, un père adjoint aux finances du maire de Grenoble, Hubert Dudou, une mère institutrice qui est volontairement restée enseignée dans le quartier défavorisé de Tesser, a été professeure d'histoire-géographie et éducation civique pendant plus de 30 ans en Moselle, puis à Lyon. Adhérente du PCF depuis l'âge de 18 ans, quitté ce parti en 1988 en désaccord avec le manque de liberté et de démocratie dans les pays communistes et au PCF et en désaccord avec les orientations nationales du PCF. Madame Rabatel n'a jamais réadhéré à un parti, membre du groupe local et plutôt amical de personnes engagées politiquement et socialement. Élue de Lyon et du Grand Lyon en 2001 avec Gérard Collomb, membre du groupe GAEC, Gauche Alternative Écologique Citoyenne, devenue aujourd'hui LGS, Lyon Gauche Solidaire, favorable à une profonde transformation sociale, écologique et démocratique. Dans le 14e arrondissement, conseillère déléguée aux personnes âgées de 2001 à 2008, vice-présidente du Grand Lyon chargée de l'espace détente de 2002 à 2008, son expérience lorraine dans les années 1980, en pleine crise de la sidérurgie et des mines de fer avec une dure remontée du chômage, et mon engagement féministe m'ont poussé à m'intéresser aux questions du travail. Bonjour à toutes et à tous. Donc oui, comme vous l'avez vu dans ma vie de femme politique, j'ai toujours été engagée. J'avais des parents qui étaient engagés politiquement. Et moi-même, je l'ai toujours été. Je me suis toujours présentée à toutes les élections depuis ma plus tendre jeunesse, d'un certain point de vue, puisque quand j'étais en lycée, en collège, j'étais déléguée de classe. Donc j'ai toujours suivi les conseils d'administration, etc. J'ai pris l'habitude de défendre mes camarades et de discuter avec les professeurs, avec les directions des établissements. Quand j'étais étudiante, j'étais aussi au conseil d'administration de l'université. Je me souviens que j'avais été félicitée de ma présence. C'était rare que les étudiants soient aussi présents. Quand j'étais professeure, j'étais responsable syndicale et j'étais au conseil d'administration d'un établissement scolaire, etc. Et ensuite, c'est vrai que j'ai été élue... J'étais encore assez jeune en Lorraine, dans une petite ville de 4000 habitants, dans la sidérurgie et les mines de fer, à une époque où il y avait une grosse crise économique, où toutes les mines de fer ont été fermées, les usines de la sidérurgie ont aussi été fermées. Pour moi, ça a été un moment qui a été extrêmement fort, en particulier sur la question de l'emploi, du travail, du chômage. Et un de mes engagements qui est l'idée que je reste encore persuadée du fait qu'il faudrait réduire le temps de travail et partager plus le travail entre les uns et les autres. Aujourd'hui, ceux qui ont du travail, ils ont trop de travail, en général, souvent. Et puis les autres, ils sont à la marge, ils manquent de travail, ils sont soit avec des tout petits contrats, soit carrément sans activité. Et c'est une catastrophe pour la société française actuelle. Et puis une grande inquiétude pour vous les jeunes aujourd'hui que de trouver du travail. Donc moi j'ai vécu ça dans la Lorraine des années 1980, une crise absolument terrible. Et donc j'ai toujours été engagée pendant toute ma vie, depuis ma plus grande jeunesse. Mes parents engagés aussi, je voulais vous dire par exemple que je vois que vous avez une grande diversité parmi vous. Souvent les jeunes l'ignorent, mais mes parents par exemple ont été contre la guerre d'Algérie. Quand j'étais enfant, ils étaient pour que l'Algérie, bien que nous soyons des Français, ils étaient pour que l'Algérie soit un pays indépendant. Donc on a été menacés, par exemple, quand j'étais enfant, par l'OAS, qui était un groupe d'extrême droite, extrêmement violent à l'époque, qui a été interdit, dissous après, mais on était menacés de faire exploser notre appartement, etc. Donc ça a été des moments qui étaient durs et qui, dans mon enfance, m'ont beaucoup marqué sur le plan politique. Voilà. Ensuite, j'ai toujours été aussi favorable à l'égalité. J'ai jamais supporté les inégalités entre les gens. Donc autrefois, quand j'étais jeune, je m'intéressais beaucoup aux inégalités entre les pays riches et les pays pauvres.
Quand je suis devenue professeure, c'est pas par hasard, d'histoire, géographie, éducation civique, c'était pas par hasard. J'aimais beaucoup être professeur, j'aimais beaucoup enseigner aux élèves, j'aimais beaucoup leur montrer justement toutes les progressions qu'il y a pu y avoir dans la conquête des droits humains, et puis faire toujours des différences, enfin des allers-retours entre hier et aujourd'hui, entre les pays du monde. Et donc ça a été un métier qui m'a passionnée pendant une trentaine d'années. Et en même temps, j'ai toujours fait de la politique, en pensant qu'il fallait essayer aussi de changer le monde. Et j'ai jamais fait, ça m'a jamais intéressé de faire pour les élèves et les mêmes opinions que moi, ça ne m'intéressait pas. Je ne suis pas là pour faire la propagande auprès des élèves, mais j'étais là pour en faire des citoyens, pour leur donner envie de voter. Pour moi, ça a toujours été important. Et aujourd'hui, par Facebook, je suis encore amie avec beaucoup de mes anciens élèves qui continuent de me suivre, avec qui j'ai des échanges, et pour moi, c'est quelque chose qui est resté important. C'est pour ça que dès que Mme Bayard a proposé de venir discuter avec des jeunes, avec des élèves, tout de suite j'étais d'accord. Je pense que c'est très important de travailler ensemble, de discuter ensemble entre ceux qui ont une expérience politique, ont toute une vie politique, et puis les jeunes d'aujourd'hui, faire de la transmission, montrer qu'on peut y arriver. Voilà. Alors j'ai toujours aussi été intéressée par toute la question des discriminations. Donc aujourd'hui, en tant qu'élue, je porte deux discriminations. Je porte la question des différences entre les femmes et les hommes sur la ville de Lyon. Et puis à Lyon et aussi à la métropole qui vient de se construire, je suis en charge de la situation des personnes en situation de handicap. Donc j'essaie de réduire les inégalités entre les uns et les autres. Pour moi, c'est des choses qui sont fondamentales dans mon engagement. Donc j'y trouve d'un côté, je dois dire, un grand plaisir. C'est quand même la possibilité de faire quelque chose pour arriver à plus d'égalité entre les femmes et les hommes, et puis aussi pour aider les personnes en situation de handicap. Donc c'est quand même une grande chance de se retrouver en train de s'occuper de ce genre de politique. En même temps, c'est aussi, il faut quand même le dire, extrêmement difficile. C'est très dur d'être élu. Il ne faut pas dire le contraire. C'est très dur d'être élu. Tout à l'heure, Gilda disait, c'est pas une profession, c'est vrai, mais d'un autre côté, on a tellement de travail, on a des emplois du temps tellement dingues. Par exemple, vous voyez, là aujourd'hui, à l'heure qu'il est, ma boîte mail est pleine, je ne sais plus envoyer de mail, par exemple, ça me donne une petite idée. Donc il va falloir que je fasse des heures et des heures à la vidéo, etc. 80% des mails qu'on reçoit demandent des réponses développées. Aujourd'hui, c'est devenu complètement fou cette histoire. Plus les rendez-vous qu'on peut avoir, etc., les réunions. On a des emplois du temps qui sont absolument fous. Ce qui fait que moi, je me suis détachée de l'éducation nationale. Aujourd'hui, avec la responsabilité que je n'ai absolument plus le temps d'être prof. C'est pas possible. Donc, je suis même plus dans le regret, puisque j'ai beaucoup aimé ce métier, mais aujourd'hui, je fais autre chose. Et j'espère que je sers à autre chose. Donc, je vais en venir sur l'idée que je suis obligée d'abandonner mon métier pour être élue, parce que, voilà, il n'y a pas d'autre solution par rapport à cet emploi du temps qui est un peu fou. Les week-ends compris, les soirs, les vacances qui sautent, etc. en partie, pas totalement, hein, mais quand même en partie. Et donc on se détache et donc on a besoin d'indemnités. Je voulais vous dire ceci. On a besoin d'indemnités, pas forcément des indemnités qui sont gigantesques. Moi, jusqu'à présent, je n'avais jamais gagné plus que si j'étais prof. Et les profs, on n'a jamais entendu dire qu'ils avaient un argent fou. D'accord? Donc, j'ai jamais gagné plus que si j'étais prof. Et il n'y a que là, à partir de là, depuis le mois de janvier, pour la première fois, je pense que je vais gagner un peu plus, ça c'est pas encore 100% stabilisé, mais je pense que je vais gagner un peu plus que si j'étais prof en faisant un travail de folle, même si je sais que les profs travaillent énormément, je l'ai été, je sais ce que c'est comme prof. Voilà. Donc je vais quand même dire ça, on se décroche de son métier, et donc il faut bien payer sa retraite, sa sécurité sociale, sa vie quotidienne, etc. Donc on n'est pas à plaindre, mais on l'a choisi, mais c'est un travail qui est quand même extrêmement dur. Alors du côté des personnes handicapées, moi aujourd'hui je suis quand même heureuse de voir qu'il y a de plus en plus de personnes handicapées dans les rues, à Lyon, si vous le promenez, vous voyez. Des personnes en fauteuil, des personnes sourdes, des personnes aveugles, des personnes qui ont des handicaps mentaux, psychiques. Là ça ne se voit pas toujours pour certains. Mais on les voit quand même plus dans la rue parce que la ville s'est aménagée. Les transports en commun se sont aménagés. Par exemple, dans le dernier mandat, 2008-2014, il y a 60 millions d'euros qui ont été mis dans les transports en commun pour l'accessibilité des personnes en situation de handicap. Souvent, les gens disent « Ah, on paye des impôts, etc. » Mais s'il n'y avait pas des impôts, vous n'auriez pas d'école, vous n'auriez pas l'aménagement des transports en commun. Quand vous payez un ticket de transport en commun, il faut savoir qu'il ne représente qu'un
allez aussi voilà, à l'école, vous faites des études et toutes ces choses-là. Donc, on gère tout ça et moi, je suis quand même contente de la progression qui peut exister pour les personnes en situation de handicap, même s'il existe, il faut encore faire beaucoup. Et quant à l'égalité femmes-hommes, c'est un sujet qui reste encore très chaud. Moi, quand je dis que je suis chargée des personnes en situation de handicap, tout le monde me regarde avec certains se disant, mon Dieu, la pauvre, elle s'occupe d'un truc terrible. C'est vrai que j'ai souvent les larmes aux yeux en tant qu'élue, j'ai souvent les larmes aux yeux de ce que je peux rencontrer pour les personnes en situation de handicap. Pour les femmes aussi, j'ai souvent les larmes aux yeux, parce que je suis quand même confrontée à des situations de femmes extrêmement douloureuses, entre autres à des situations de vie ou de mort pour les femmes. Soit à travers les problèmes de la contraception, de l'avortement, du fait d'avoir des enfants qui ne sont pas toujours des choses qui sont faciles à gérer pour des femmes, mais qui peuvent aussi être source de grand bonheur, bien entendu, hein, mais des femmes qui sont en situation précaire, qui sont abandonnées par leurs compagnons, qui sont trop jeunes, peuvent se retrouver dans de très graves difficultés, ça peut être très douloureux. Et soit sinon toute la question des violences faites aux femmes, hein, que je gère aussi, avec des situations très douloureuses, donc en particulier, y compris aussi dans la jeunesse, pas seulement dans la jeunesse, hein, c'est à tous les âges, absolument à tous les âges. Hein. Et dans la jeunesse, on est quand même aujourd'hui très confronté à la question des vêtements. Beaucoup de filles sont accusées quand elles portent une jupe ou quand elles sont en robe d'être des filles faciles. Eh bien non, c'est pas parce qu'on est en jupe et en robe. On s'est longtemps battu, les femmes, pour avoir le droit d'être en pantalon. Aujourd'hui, il faut se battre pour avoir le droit d'être en jupe sans être considérées comme des femmes ou des filles faciles. Donc il y a tout un travail à faire de ce genre. Il y a un travail aussi entre les garçons et les filles à faire d'égalité. Quand une fille dit non, c'est non. C'est pas oui, je voudrais bien la même, c'est non. Quand une fille dit non, c'est non. Voilà. Et donc aujourd'hui, on se retrouve quand même, moi je dis progrès tous les jours, avec pas mal d'histoires. Là, je voyais un garçon qui a battu sa sœur parce qu'elle avait une jupe, et non, elle n'a pas le droit d'avoir une jupe, etc. Bon. Donc, vous savez qu'à Lyon, par exemple, tous les ans, il y a ce qu'on appelle le printemps de la jupe et du respect, qui est fait dans un certain nombre d'établissements scolaires. On vient ici d'ailleurs à la région, on est venu aussi à l'hôtel de Ville plusieurs fois à Lyon, sur cette question des vêtements féminins, du respect entre les filles et les garçons. Donc oui, il y a encore beaucoup à faire, des choses qui sont extrêmement concrètes. Et donc moi je développe sur la ville de Lyon depuis 2008 un plan de 65 actions dans des domaines qui sont extrêmement différents. Je termine sur un qui vous concerne d'un certain point de vue aussi. Dans une de mes actions, il y a une action qui a fait beaucoup parler dans la presse, qui était le fait qu'on s'est intéressé aux cours d'école. Eh bien, dans les cours d'école, vous voyez les inégalités filles-garçons. Regardez les cours d'école. Vous verrez que les garçons s'approprient les 3/4 de la cour d'école, entre autres parce qu'ils jouent au ballon au milieu, et les filles sont sur les côtés. Et donc, on a essayé de faire des aménagements différents dans certaines cours d'école de la ville de Lyon pour regarder un peu ce qui se passait. En mettant par exemple des cabanes au milieu de la cour, enfin, vous voyez, des jeux divers et variés. On s'est rendu compte que les garçons, ils récupèrent les cabanes. Et donc, on est toujours encore dans cette inégalité d'occupation du territoire. En ville, c'est pareil, vous montez dans les transports en commun, regardez dans les transports en commun, les garçons s'assoient, ils font les jambes, les filles, elles se mettent comme ça, et les femmes, elles se mettent sur le côté, regardez. Et donc, il y a un travail énorme à faire dans toutes sortes de domaines. Mais en même temps, ce que je vous raconte, c'est des choses qui sont aussi très concrètes et qui sont tout à fait passionnantes. Donc malgré les difficultés du métier, malgré tout mal qu'on peut dire par moment sur les élus, vous avez aussi des élus comme nous, on se connaît, qui sont des travailleurs, on bosse. On aime ça, on est intéressé par ce qu'on fait, on n'est pas là pour gagner de l'argent, on est quand même là surtout pour le plaisir de ce qu'on fait, l'intérêt de ce qu'on fait et se dire qu'on essaie de faire progresser la société française. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis élève en deuxième année de BTS esthétique dans les écoles Perfit et je suis ici pour vous présenter le parcours de notre directrice, Madame Jacqueline Perfit. Donc Madame Jacqueline Perfit est directrice des écoles Perfit depuis 1984. Elle est très impliquée dans la vie professionnelle et a eu durant sa carrière à exercer de nombreux mandats. Elle est présidente de l'UNIP, qui est une organisation professionnelle qui défend les métiers de la beauté et de l'esthétique cosmétique. Elle a été vice-présidente de la Chambre des métiers du Rhône. Elle est actuellement remplacée par sa fille Carole Perfit. Elle a été conseillère prud'homale pendant 15 ans.
Elle a été assesseure à la DRAS et assesseure à la commission des propriétaires et elle est membre de la GPLE. C'est à vous, madame. Merci pour cette présentation. Vous savez tout de moi, je n'ai plus rien à vous dire. Si ce n'est que je suis ravie d'être ici parmi vous, flattée de l'invitation de Delphine. Bravo à la MAF, bravo au lycée Jaffy d'avoir organisé cette belle journée. Bravo à vous d'être venus et je suis ravie d'être à vos côtés. Alors, moi, j'ai jamais trop ressenti la problématique homme-femme. Parce que quand j'étais petite, j'avais un papa qui m'a élevé un peu comme un garçon. Et pourtant, je fais aujourd'hui un métier ultra féminin. Bien qu'il soit ouvert aux hommes et que les hommes soient bien sots de ne pas en profiter. Parce qu'il y a des jobs absolument fantastiques dans ces métiers-là. Donc il m'a élevé comme un garçon. À 10 ans, je conduisais sa voiture et je n'ai jamais ressenti la problématique d'être une femme dans un univers où l'homme était effectivement positionné comme chef de famille, etc. Ça m'a donné cette envie de liberté, cette envie de prendre mon envol et cette envie de créer des choses. Et à mon époque, la réussite, c'était la réussite familiale, bien évidemment, et puis un certain côté aussi, la réussite sociale. Il fallait effectivement avoir un métier qui permette de bien gagner sa vie et de vivre confortablement. C'était plutôt le credo de l'époque. Je me marie à 20 ans. C'était aussi, à l'époque, quelque chose de tout à fait habituel. Je rencontre mon mari, j'étais en terminale, il donnait des cours de biologie, futur médecin, à l'école de santé militaire. Il vient dans une institution privée pour donner des cours de biologie et se arrondir un petit peu, aménager son quotidien. Et là, on tombe en amour. Et on se marie. Premier bébé, je deviens Madame Perfit, la femme du docteur Perfit, installée dans un petit village du Nord-Isère, qui rapidement se rend compte que si je me bornais à ce statut de femme de médecin, j'allais rapidement m'ennuyer et rentrer dans une routine qui n'était pas du tout dans ma façon d'être et ma façon de voir l'avenir. Et là, je me suis dit, il faut que tu fasses quelque chose, ma fille, quelque chose de vite, et que tu puisses organiser ta vie en étant quand même l'assistante de ton mari, parce qu'un médecin installé dans une petite ville à l'époque, n'avait pas de secrétaire, il était seul dans son cabinet, il était préhensible à toute heure du moment, à toute heure du jour et de la nuit. Donc il fallait vraiment quelqu'un qui balaye devant sa porte et qui fasse en sorte que sa vie soit quand même relativement confortable. Donc on prend l'option de prendre un secrétaire et me voilà libre de mon temps. Plus libre de mon temps. Une opportunité s'ouvre à moi, je prends des cours d'esthétique rapidement, parce que j'ai toujours été coquette, encore aujourd'hui, mais ça me coûte de plus en plus cher, ça me prend de plus en plus de temps. Et je passe à ce qu'on appelait à l'époque le diplôme d'esthétique cosmétique qui validait la possibilité de s'installer. Je m'installe à côté du cabinet de mon mari, dans une petite pièce de 9 mètres carrés, et ça marche. Ça marche tellement qu'il faut que je me retraduise dans le village lui-même. Et je descends, j'achète une maison dans le village, j'installe mon institut de beauté. Et puis mes clientes me disent que vous avez un métier formidable. Comment vous faites? On aimerait bien savoir faire. Et là, qu'est-ce que je fais? Qu'à ça me tienne. Avec 7 de mes clientes, je monte un cours d'esthétique cosmétique. Je passe bien évidemment l'habilitation enseignée. Le poste de directrice sera de ce fait entériné. Et là, une opportunité s'ouvre sur Lyon. Une école est à vendre. J'achète. Et ça marche. Ça marche encore.
ça fait un bail, 84 aujourd'hui, vous voyez, c'est pas hier la veille. Je démarre cette activité, toujours poussée par un mari qui est derrière et qui donne des cours de biologie, qui m'aide, enfin bon, et qui écrit des bouquins de biologie, hein, que vous connaissez, et qui font référence au niveau de l'éducation nationale. Une autre école se présente à moi, une école de tourisme. Une école de tourisme et de sport. J'achète. Parce que je débordais dans mon 24 quai site. 200 mètres carrés. J'ai commencé avec 200 mètres carrés, 2 profs. Aujourd'hui, je la garderai quand même, je ne vais pas vous assommer avec mon parcours. Mais sachez quand même que c'est intéressant et qu'on peut y arriver quand on le veut. Aujourd'hui, c'est quand même 3500 mètres carrés sur la place de Lyon, 1500 mètres carrés sur une école à Aix-les-Bains où nous avons transporté tous nos savoir-faire en diplôme d'État, CAP, BT, ETS et Bac Pro, et où nous avons ouvert une section de soins du corps, puisque vous savez qu'aujourd'hui, les métiers d'esthétique cosmétique ont des débouchés éminemment intéressants dans tout ce qui est spa. Et maintenant, vous n'avez plus un hôtel qui s'ouvre sans vous ouvrir son spa. Et comme nos amis hôteliers sont des gens formidables, qui savent très bien recevoir leurs invités avec des locaux superbes, etc. Mais dès que vous leur mettez les pieds dans le spa, ils sont perdus. Ils sont complètement déstabilisés. Et donc, qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Nos élèves. Parce que nous avons su suivre les tendances du métier. Les diplômes d'État sont toujours ce qu'ils sont, c'est-à-dire éminemment figés, éminemment structurés, et parfois avec un métro de retard par rapport à l'emploi. Et nous, ce que nous avons fait, c'est effectivement mettre des passerelles entre ces diplômes d'État et la réalité du terrain.